Oui, le concept de travail était longtemps un enjeu central pour le féminisme. Depuis le 19e siècle, les féministes socialistes marxistes du 19e ont déjà compris que le travail, c'est plus grand que le travail salarié. Ça inclut bien sûr la production des marchandises dans les usines, c'est la conception traditionnelle, mais cette production, ce travail ne soit pas possible que sur la base d'un vaste continent d'autres travails, souvent non payés, souvent le travail des femmes. Et c'est là où on fait, par les profits, mais les peuples. On donne naissance aux enfants, on les élevait, on les éduquait, on les socialisait, on les garde contre le danger, on les donne la nourriture et on s'occupe. Et il y a aussi un travail de soins pour des adultes qui est absolument nécessaire comme précondition antérieure pour le travail payé. Quand le travailleur payé rentre à la maison, il faut qu'il y aura quelqu'une qui fait le dîner, qui nettoie le ménage, qui prépare tout pour le travailleur peut rester. Il y a aussi le soin des âgés. Toutes les générations, c'est tout un vaste territoire de travail. Le capitalisme a rendu ce travail beaucoup moins visible qu'avant. Avant le capitalisme, ce travail existe, c'est souvent le travail des femmes, mais ça fait partie du même univers du travail des hommes. Le capitalisme a introduit une division institutionnalisée et forte entre le travail payé et le travail non payé. Travail de production, travail de reproduction. Et cette division est genrée, c'est une des bases principales de la subordination des femmes dans les sociétés capitalistes. Alors, c'est très important pour le féminisme de prendre ce territoire de travail presque invisible, le rendre visible, le mettre en relation avec travail vu du point de vue traditionnel, c'est-à-dire monétarisé, commodifié. Et c'est tout le complexe, les deux types de travail qui fait ensemble. On ne peut pas comprendre le travail si on attend que une partie de ces deux choses qui sont fortement liées dans une façon genrée. C'est très important parce que, comme je viens de dire, le travail est normalement compris comme une moitié de la réalité, que les travailleurs, le travail payé, les travailleurs payés, surtout l'image des travailleurs, c'est l'homme blanc dans l'usine qui fabrique sur la ligne d'assemblée. Mais en réalité, dès qu'on enlarge la perspective et voit tout le champ de travail, même le travail privé, invisible, travail de mère, de femme, de ménage, de n'importe qui, là, on a une vision différente de la classe travailleur et travailleuse. C'est-à-dire la classe ouvrière n'est plus ces gens qui travaillent dans les usines. Ça comprend aussi les gens qui travaillent souvent, mais pas toujours souvent les femmes, qui travaillent dans les maisons privées, payées ou non payées. Il y a des femmes de ménage payées très peu, souvent les femmes de couleur, les femmes migrantes.
mais aussi des femmes de maison qui ne reçoivent rien en argent. Ça, elles sont aussi, il fait aussi partie de la classe ouvrière. Même les femmes et les hommes qui nettoient les bureaux, qui travaillent dans les restaurants, dans les hôtels, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans toutes les sphères commerciales de petites entreprises, de l'agriculture, les gens pour qui le travail est précaire, qui fait plusieurs de petits boulots, qui n'arrivent pas à trouver un vrai travail officiel. Les gens qui n'arrivent à trouver rien comme travail, mais ils font toute partie de la classe ouvrière vu correctement de ce point de vue élargi. Je crois que les mouvements de gauche, les mouvements socialistes, marxistes, les mouvements de travailleurs pour la plupart ont pris une vue beaucoup trop étroite de cette notion. Qu'est-ce que c'est la classe ouvrière? Le féminisme aujourd'hui est en train d'élargir la conception de classe ouvrière. Et c'est très important pour des raisons politiques. Ça veut dire que c'est fausse de s'opposer les luttes de classe contre les luttes féministes. Si on comprend les choses correctement, on voit que ils sont tous les deux dans le même univers de lutte de classe. Oui, c'est une bonne question. Le capitalisme, dans ma conception, est quelque chose de beaucoup plus large qu'une économie. C'est tout un ordre social institutionnalisé qui fonctionne sur la base de plusieurs séparations institutionnelles. Ce n'est que dans les sociétés capitalistes qu'on sépare en sphère dite l'économie d'une autre dite, il n'y a pas souvent des noms, mais l'arrière-plan de l'économie. Et il y a en réalité plusieurs arrière-plans. Pour que l'économie officielle peut fonctionner, il faut qu'il y aura une certaine disons, sustainabilité de la nature, une base écologique dont on prend des ressources d'énergie, des minéraux, des matériaux crudes, on dit. Pas bien. Et aussi, comme on vient de dire, la reproduction sociale, c'est un arrière-plan, une précondition indispensable pour l'économie officielle. Et c'est là le capital prend les personnes, le force de travail, on dit labor power, c'est-à-dire les personnes qui ont en effet fait par les activités de la reproduction sociale. Également, l'économie officielle dépend sur le pouvoir public pour plusieurs de bénéfices sans que le capital ne s'accumule pas. La loi, l'ordre, l'infrastructure, les forces répressives, c'est tout essentiel. Mais le problème, c'est que le capital ne veut payer pour ces choses dont il prend gratuitement ou presque gratuitement. Il veut prendre ce qu'il veut des familles, des communautés, de la nature, de l'État, sans le réparer, sans le payer, sans le remplacer. Et
le résultat, c'est qu'il y a toujours une tendance dans les sociétés capitalistes de dégrader, de déstabiliser ces conditions d'arrière-plan et ça peut donner naissance aux crises. La démocratie sociale dont vous venez de parler, les 30 glorieuses après la Deuxième Guerre mondiale, ça c'était une réponse aux crises antérieures des années 30 où cette dynamique que je viens de décrire, de dégrader les conditions, ça donne naissance à une crise dans les années 30. La solution, entre guillemets, c'était l'État-providence dans la démocratie sociale, où l'État, le public ont pris une certaine, pas totale, mais une certaine responsabilité pour, surtout dans la sphère de la reproduction sociale. Pour que, c'est un peu comme dans Ulysses de Homère. Ulysses dit, il entend les sirens, il dit « tie me to the mast ». Comment vous dites en français? Bon, arrête-moi avant je me détruis. C'est un peu comme ça. Capital est toujours... la démocratie sociale est une forme de discipliner le capital pour son propre bénéfice. Et et c'est comme ça qu'on a tous ces dépenses des programmes sociaux du point de logement, d'instruction, de santé et tout ça. Bon, cette forme du capitalisme peut un peu à lui-même entrer dans une crise et le soi-disant solution, entre guillemets, était le néolibéralisme. Et le néolibéralisme était introduit comme certaines fixes pour les rate of profit, pour les profits en déclin. Et c'est à démanteler beaucoup, pas tous, mais beaucoup des programmes antérieurs de la démocratie sociale. On a démantelé quelques régulations qui empêchaient avant que le capital puisse tout prendre sans rien faire pour... Avec le néolibéralisme, on a encore un capitalisme pas restreint, unchained. Et c'est pour ça, maintenant, on a une vraie crise, crise générale, crise de nature et crise de la reproduction sociale, parce que il y a une sorte de double pression sur la reproduction sociale qui est inhérent dans le néolibéralisme. À un côté, on a les pressions pour les gens de donner beaucoup plus d'heures, plus de temps, de leur temps à capital pour le travail payé. Payer moins qu'avant. Et c'est pour ça qu'il faut travailler des longues heures. Les ménages, les familles doivent contribuer beaucoup plus d'heures aujourd'hui pour vivre qu'avant. Ça, c'est une force qui fait pression sur la reproduction sociale parce qu'on n'a pas le temps maintenant de faire les activités de soins en famille, en communauté, etc. À l'autre côté, on a les pressions des banques, des institutions globales financières
pour que les États diminuent, réduisent les dépenses des services, des programmes sociaux qui ont avant soutenu la reproduction sociale. Alors, les personnes n'ont pas assez de temps, les institutions publiques ne contribuent des grandes choses. Et là, on a le néolibéralisme met une crise assez sévère dans la sphère de la reproduction sociale. C'est un peu comme dans le début du capitalisme. Dans le 19e en Angleterre, le Manchester de Engels, c'est une férocité, une brutalité. On n'a pas exactement ça maintenant, mais c'est en répétition d'une crise de la reproduction sociale. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit une nouvelle vague du féminisme, un féminisme très militante, très activiste, anticapitaliste et radical, un féminisme qui est franchement à la gauche. Et ça, c'est un grand changement parce que dans les décennies avant, il y avait une sorte de féminisme de pouvoir, un féminisme des élites, un féminisme libéral qui était dominante, qui domine les représentations du féminisme dans les médias, qui de temps en temps prend de pouvoir et qui dissocie le féminisme des concerns quotidienne réelle de la grande majorité des femmes et aussi la grande majorité des hommes, la grande majorité de la société. Et avec ce féminisme libéral, féminisme du pouvoir, on a l'impression, et c'est pas tout à fait fausse, que le féminisme c'est un mouvement pour des élites, pour une strate assez étroite de femmes déjà privilégiées, des classes professionnelles qui cherchent l'égalité avec les hommes de leur classe. Et ça, c'est une vision pas du tout égalitaire dans le sens large. OK. Je parle avant du crise. La crise est bien structurelle, mais c'est aussi une crise d'hégémonie. C'est-à-dire que la crédibilité des élites, des partis établis font effondrer. Et ça va aussi pour le féminisme des élites. La crédibilité de ce féminisme est aussi brisée. Et le symptôme, peut-être, c'est la défaite de Hillary Clinton aux États-Unis en 2016. Et bon, ça a créé une sorte d'ouverture. Et il y aura dans la société beaucoup de forces vraiment en colère qui, après une longue période de plusieurs décennies, de voir leurs conditions de vie baisser, les gens ne veulent pas continuer avec le néolibéralisme. Ça n'a aucune crédibilité. Les gens veulent un changement. Ils ne savent pas exactement quoi, mais ils veulent quelque chose de différent. Et c'est pour ça qu'on a tous ces populismes de droite qui ont surgi. Mais, à l'autre côté, il surgit ce féminisme. Les jeunes surtout les jeunes femmes, mais aussi les jeunes hommes, ont inspiré d'un esprit nouvel, radical. Je le vois partout, ici à Paris et dans les autres endroits où j'étais. Et je crois que c'est dans ces milieux
que se nourrit cet nouvel féminisme dont vous parlez, qui a fait des grandes manifestations en Pologne, en Irlande, en Argentine, au Brésil, et qui est très très forte maintenant dans le sud de l'Europe, où on avait des manifestations, des grèves de 8 mars pendant les 2 ans avant. Il était énorme. Il y avait 6 millions de personnes à Madrid, dans le Plaza Mayor. Il y a des gens qui se mettent sur le drapeau du féminisme pour les 99%. Et c'est devenu la voie d'opposition du néolibéralisme pour toute la société. C'est intéressant. Je crois que c'est un peu comme dans les années des dictatures en Amérique latine, où on avait les madres qui devient la voix de l'opposition de toute la société. Maintenant, ce féminisme dans plusieurs pays est en train de devenir la voix d'opposition contre l'austérité, contre le néolibéralisme, contre le militarisme, contre le racisme, contre les agressions contre les migrants. Il exprime tout. Et c'est vraiment un féminisme beaucoup différent que le féminisme libéral qui a dominé avant. Parce que le féminisme libéral avait toujours insisté qu'il faut séparer la question de genre, la question du genre, de toutes ces autres questions. Le féminisme, c'est sur le genre, que le genre, toutes ces autres choses, c'est quelque chose d'autre, on ne peut pas se mêler. Et par contre, le féminisme d'aujourd'hui, dont je parle, il essaie de construire un projet politique large dans questions traditionnellement dites féministes, questions traditionnellement dites des femmes, sont intégrées dans une perspective assez forte, pas comme un simple pot, mais fortement intégrée avec questions d'écologie, questions de violence, questions de migration, questions de démocratie, questions de finances. Bon, c'est un bon moment. Bon, les alliances sont absolument indispensables. Le féminisme, même un très grand mouvement et un mouvement très militant, ne peut tout seul transformer la société. Et le féminisme, ça peut être un mouvement anticapitaliste, bien sûr, ça doit y être, mais c'est sa responsabilité de mettre la question de genre au centre pour que ça ne soit pas oublié ou couvert dans les luttes autrement, qui était le cas dans l'histoire. Bon, mais le féminisme tout seul ne peut transformer la société. Comme j'ai déjà dit, on confronte une crise de multiples dimensions. Il faut toutes les transformer, toutes les adresser. Et on a les mouvements, par exemple, écologiques, qui mettent l'attention surtout sur cette prédation de la nature dont j'ai déjà parlé. Il y a les mouvements antiracistes, il y a les mouvements de travail dans le sens traditionnel, des syndicats, il y a des mouvements pour la démocratie, des mouvements
contre la transphobie, contre l'homophobie, etc. Et à mon avis, tous ces mouvements doivent faire partie d'une grande alliance qui a un projet pour transformer la société à la base structurelle, pour changer cette dynamique où l'économie capitaliste mange des ressources sans les repérer, sans les remplacer de toutes ces sphères à l'arrière-plan. Il faut transformer ces structures, mettre fin à cette dynamique qui périodiquement produit des crises, comme l'actuel. Et il faut une nouvelle conception de, moi je l'appelle du socialisme. Des autres peut-être ont des autres termes. Mais moi je dirais une nouvelle conception de socialisme qui restructure ces divisions fondamentales à la base de la société capitaliste, qui est un socialisme plus large qu'avant, qui ne se limite pas à transformer l'économie, mais la relation d'économie avec toutes ces autres choses. Pour ça, il faut une grande alliance des mouvements émancipateurs. Et je suis sûre que le féminisme doit être là, au centre, mais en alliance avec tous les autres mouvements. J'ai un espoir que peut-être notre petit manifeste peut inspirer des autres gens de faire des autres manifestes, des autres projets, une écologie pour les 90%, un antiracisme pour les 90%, un syndicat pour les 99, excusez-moi, oh là là, mon français. Et, alors, ça, pour moi, l'alliance est nécessaire parce que le problème, à la base, c'est bien le capitalisme. On ne sauve pas la planète sous le capitalisme. C'est pas possible. On ne sauve pas la reproduction sociale aujourd'hui si on reste avec le capitalisme. C'est vrai que dans l'histoire, le capitalisme avait la capacité de se réinventer de temps en temps, et on ne peut être pas absolument certain que c'est impossible aujourd'hui, mais moi j'en doute. Parce que le climate change, on ne voit pas comment le capital peut faire solution à ça. Et c'est pour ça que les mouvements aujourd'hui doivent absolument être anticapitalistes et à la fois féministes, antiracistes, écologiques, démocratiques, anti-transphobie, etc., etc. Oui, vous avez raison. Je crois que le féminisme, cette nouvelle vague radicale de féminisme aujourd'hui, est en train de réinventer l'internationalisme. Et c'est très intéressant parce que dans les milieux universitaires, il y avait longtemps des discussions théoriques du transnationalisme. Mais c'était un peu à la carte du politique actuel où les gens naturellement cherchent des solutions de leur état parce qu'on n'a pas l'expérience de notre force qui peut nous aider quand des choses sont mal. Et c'est normal que les mouvements s'adressent des mondes à leur état, qu'on s'occupe les squares dans votre ville, votre état, que les mouvements sont organisés sur les lignes nationales. Le problème, c'est s'il n'y a pas une
contrepoids. Ça peut trop facilement évoluer dans une direction de chauvinisme, de nationalisme exclusionnaire, comme à la droite populiste aujourd'hui. Alors, ce qui empêche ça, ou peut, j'espère, empêche ça, c'est les forts liens internationaux entre les mouvements qui a à la fois un pied dans le contexte de leur pays et un pied dans l'espace international. Parce que, vous savez, on dit autrement, c'est pas possible d'avoir socialisme dans un pays, un seul pays. On ne peut pas résolver le changement de climat dans un seul pays, c'est évident. Les solutions ont absolument une dimension globale. Et la politique, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'un mouvement global, sans ignorer le contexte national, municipal, etc. Mais il faut que les luttes locales soient informées d'une perspective plus large et on gagne cette perspective en communication, en alliance avec les autres camarades, les autres personnes organisées autrement, ailleurs.